Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Laurent, bonsoir Xavier. messieurs. Salut, salut Olivier, salut Xavier. Comment allez-vous? Eh ben, Bien, ça va écoute, bien, bien. merci. Ok, On est écoutez, plus vieux ici, mais ouais, bah chez nous aussi, chez nous aussi. Écoute, en tout cas, moi je suis ravi de retrouver déjà tous nos membres qui seront présents pour ce live. Il y a un petit moment qu'on n'avait pas fait de live, donc je suis très content de pouvoir faire ça aujourd'hui, et en plus avec un invité à domicile, et puis avec toi Olivier qui représente la marque H-Labs. Je vais donner la parole à mon avis Xavier Desprats de Honeypie Studio à Lyon, Ouais, bonsoir. pour que tu puisses un petit peu te présenter, qui tu es. Ouais, tout d'abord, merci de m'accueillir et de c'est m'inviter à plaisir. participer à ce live. Ça me fait vraiment plaisir. Super. Puis notamment avec Olivier, puisqu'on a quand même un lien de Lyonnais. Hein. exactement. Ouais. C'est vrai. Du coup, ben voilà, donc je suis ingénieur du son sur Lyon, au studio Honeypie. Ça doit faire, je crois que ça fait 23 ans que je fais ce métier. Wow. Ouais, je commence à être un Beau. peu rouillé, tu vois. Et je suis aussi formateur en son dans plusieurs écoles, en mixage et en théorie des supports audio. Super. Voilà. Il y a un petit peu de live, mais de moins en moins, on va dire. Bon, très bien. Bah écoute, en tout cas, moi je suis super content que tu sois à la maison depuis hier. On a discuté, on a échangé, on s'était déjà, de toute façon nous on se connaissait déjà depuis quelques années. T'étais déjà venu à la maison, du coup ça a permis de tester un petit peu des choses cet après-midi, de voir un petit peu aussi en complément de la review que j'avais pu faire sur ces formats 500, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et puis merci Olivier de nous accorder du temps. Merci de nous inviter, surtout. Ouais. Ouais, bah c'est normal. Écoute, franchement, je suis super content de faire ça avec vous. Et du coup, je te laisse un petit peu te présenter, Olivier aussi. Ouais, bah donc moi j'ai rejoint la marque H-Labs dont on va parler ce soir depuis un an, avec Jérôme qui s'excuse de pas pouvoir être avec nous malheureusement ce soir. Ouais. Et voilà, donc je m'occupe de la partie hardware et marketing principalement autour de la marque. On aura Ok. l'occasion d'y revenir. Et effectivement, donc une marque française fabriquée en France. C'était important pour nous d'avoir du contenu en français aussi autour de cette marque-là, ce qui est quand même notre premier public. Donc d'où voilà cette collaboration avec France et Mao. Et donc voilà, on est ravis d'avoir pu vous faire tester le matériel et d'avoir vos retours en live ce soir aussi. Bah c'est gentil. En tout cas, moi, je suis vraiment honoré que tu nous aies contacté pour faire ce travail-là. Et en plus, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que du coup, comme tu l'as évoqué, vous êtes une marque française. Et ça, c'est super important, je trouve, aujourd'hui. Et voilà, du coup, on a échangé tout à l'heure en off, hein, quand on a fait des essais de caméra, où tu nous as expliqué un petit peu en détail les choses qu'on va revenir un petit peu sur ce live. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui, Olivier, pour présenter donc quelque chose qui vient de sortir là récemment chez vous. Je sais que les news ont été un petit peu publiées aujourd'hui sur ce fameux EQ. Est-ce que tu peux Tout à fait. nous en parler, nous le présenter? Alors on l'a aussi ici en caméra. On pourra faire tout à l'heure quelques tests, hein. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un joli rack avec deux beaux préamplis et deux beaux EQ. Enfin, je te laisse un petit peu. Oui, alors voilà. peut-être pour présenter effectivement ce nouveau modèle, l'EQ, donc qui sort ces jours-ci, qui est en réalité disponible maintenant depuis quelques semaines, et qui est officiellement plus disponible, enfin officiellement annoncé depuis quelques jours. Je me permets de revenir un peu en arrière sur la marque. Donc en fait, la marque a été fondée en 2015 par donc Jérôme Champlet, mon associé, et à l'époque notamment Stéphane Pio des studios de l'Hacienda, qui sont des studios d'enregistrement assez connus de la région. Et leur premier développement a été un préampli, le Pré 169, HL 169 à l'époque, le Pré 169 qui est un préampli micro format 500 inspiré du circuit d'entrée de la console Studer 169. Donc, d'où le nom.
Et donc aujourd'hui, là, on vient faire une addition en fait à cette gamme-là en sortant effectivement le Q169 qui est la partie equalizer 3 bandes de la console 169 toujours. Alors là, on n'est plus sur une inspiration, on est vraiment sur le circuit exact de la console. Alors que sur le préamp, on s'est permis effectivement des petites divagations qui permettent d'avoir un complément de son un peu plus large. Mais c'est vrai que là, sur les Q, on est vraiment sur une réplique exacte du circuit, même avec des bouts de circuit qui aujourd'hui n'auraient aucune utilité en soi par rapport au design originel, mais qui nous semblait important de conserver parce qu'il y a une certaine magie quand même dans la façon de fonctionner de cet Equalo, et finalement chaque petit composant peut avoir son intérêt à créer justement cette magie. Donc un produit qu'on était content de sortir parce que c'est un produit aussi finalement assez simple de conception. Qui permet d'arriver qui offre du coup un très bon rapport qualité-prix. On est sur un module 500 qui vaut 325 € hors taxe, 390 € TTC à peu près. Donc voilà, c'est un produit abordable, mais qui a par contre des particularités assez fortes pour un EQ. Voilà, je sais pas si on va venir un peu plus sur les détails, mais sur notamment les bandes de fréquences qui avaient été choisies par Studer, etc. à l'époque, qui en font quelque chose d'assez original. Donc voilà, c'est un produit très musical, très original et abordable. C'est ce qui nous a poussé à sortir effectivement ce produit. Ok. Et Xavier, toi, du coup, parce que Xavier, c'est vrai qu'il est aussi un peu bêta-testeur aussi pour la marque. C'est pour ça qu'il est invité aujourd'hui sur ce live. Tout à fait, en tant que client lyonnais de longue date. Voilà, Xavier a eu l'occasion de tester pas mal de produits. Il est utilisateur du préamp et de notre DI aussi, des i01 depuis quelques années maintenant. Ouais, donc effectivement, il a fait partie des premières personnes à tester nos prototypes d'equalizer en complément de son préamp justement, puisque il y a un couple quand même particulièrement intéressant, même si l'equalizer peut évidemment fonctionner tout seul aussi. Ouais. On va voir un petit peu ton studio, Xavier. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de de l'utilisation que tu as pu faire avec cet EQ, ton ressenti, est-ce que ouais, complètement. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Déjà, je pense que c'est vraiment une belle machine. C'est surtout quand on fait du son, on cherche, il y a des détails techniques, il y a beaucoup de choses comme ça où on aime bien passer du temps à étudier les choses. Moi, ce qui m'a vraiment agréablement et surpris, c'est le fait de brancher l'EQ et tu tournes les boutons et c'est super musical en fait. Et il y a tellement d'appareils aujourd'hui qu'on a ou que je peux avoir au studio ou que d'autres collègues ont, où on cherche cette musicalité et là, c'est vraiment ultra musical. Ça rappelle d'ailleurs, comme le disait Olivier, forcément les consoles Studer, donc il y a ce son très typique Studer. Ouais. Mais il y a aussi, moi j'ai reconnu d'autres types sonores dans les Q, notamment des consoles dont je suis très très fan. Et c'est vraiment vraiment super musical. Je rentre pas dans le technique, mais bon, il y a un headroom de malade. L'EQ, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Il est calé sur 22. Il y a plus 22. Ouais, c'est voilà. ça. Donc pour moi, c'est super agréable parce que dans la configuration du studio, toutes les métriques allo sont calées en 22 dBu en fait. Et du coup, j'ai un headroom hyper large pour pouvoir travailler et vraiment faire de la sculpture sonore. C'est un outil de sculpture sonore. C'est vraiment très musical, c'est très riche, c'est très plein en fait. Voilà. Donc clairement, moi c'est un outil que j'ai adopté. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester. Donc sur de la musique, moi je suis plutôt électro, DM, house. C'est vrai que quand je l'ai testé, j'ai tout de suite, j'ai fait comme toi en fait. J'ai tout de suite été séduit sur le côté riche en fait des aigus, un médium présence qui est de folie. Et puis ce fameux shelf aussi sur le bas qui est aussi très impressionnant. Donc du coup moi aussi j'ai vraiment accroché sur la paire d'EQ. J'en suis même vraiment très très accroché.
Et voilà, donc vraiment un peu le même ressenti que toi. Je sais que sur le groupe aussi, j'ai un ami qui a fait l'acquisition d'une paire suite à mes retours aussi, et pareil, très séduit. Donc du coup, voilà, on a l'impression quand même que là, on a vraiment un produit qui est hyper bien ficelé. Et en tout cas, merci pour ça, parce que franchement, C'est voilà. une très belle machine. Ouais. Dans la construction aussi, moi qui ai un côté un peu geek, quand je l'ai reçu, forcément, j'ai regardé à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très très propre. Et puis c'est super agréable d'avoir du matériel qui est construit à côté du studio et en France. Bah ouais, surtout que toi, t'es juste à côté, agréable. quoi. Donc, Ah oui, moi je suis vraiment à côté. Comme disait Olivier, je me fournis chez eux aussi en matériel, et d'avoir la possibilité d'avoir du matériel de cette qualité et au niveau technique et musical, c'est juste du bonheur en fait. on fait un petit coucou à Maurice. On a parlé de Maurice ou... Ouais, alors oui. Maurice, de Showroom On avait Audio, dit qu'on ferait un petit coucou. Voilà, salut Maurice, si tu nous regardes. Il nous regardera peut-être en replay, bien sûr. Ouais. Ouais. Maurice était en congé à l'étranger. Il est sur le retour ce soir, donc C'est ce je soir. sais pas d'accord. s'il est déjà connecté ou pas, mais voilà, il nous rejoindra sûrement à distance. Ouais. Mais voilà, c'est une très belle structure. Il y a un joli showroom où on peut aller tester du matériel. On l'a fait plusieurs fois, d'ailleurs, avec différentes marques. Tout le monde est accueilli très ouvertement. Il y a une discussion. C'est vraiment un lieu très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui m'en parlent. Quelques élèves qui sont venus la dernière fois qu'on a fait un module de show. Je sais plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on avait fait. C'était Trinov, non ? On avait fait un Trinov audio, qui était vraiment très très intéressant. Ouais. Ok. Voilà, il y a un rapport super humain avec ces personnes-là et qui surtout aiment la musique en fait, et l'environnement de la musique et de la technique en fait, tout simplement. C'est vraiment On est un peu des geeks, c'est vrai. complètement. En même temps, on serait pas là si on n'en était pas, quoi. Je pense. Je vais me tourner un peu du côté du chat. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu, bonsoir Stan. Diplomatico, Nico, salut. Qui me demande si les composants sont les mêmes que sur l'original. Alors je pense que tu veux parler des composants de l'EQ, puisqu'on a abordé le préamp. Mais je pense que tu parles de l'EQ. Oui, alors en tout cas sur les Q, effectivement les composants sont identiques, si ce n'est évidemment les étages d'entrée et de sortie, puisqu'il fallait symétriser tout ça. Donc là on a des étages d'entrée et de sortie qu'on appelle transformerless, donc on est sur des op-amps. On a pris ce qui se fait de mieux sur la question. Je crois qu'on a du Texas Instruments en entrée de mémoire. Et j'ai plus en sortie, je me rappelle plus, mais enfin voilà. Sur le préamp, effectivement là, comme je disais, on a pris plus de largesse sur le design, donc on a une topologie du circuit d'entrée qui est très proche, avec notamment l'utilisation du transformateur qui aujourd'hui s'appelle le Neutrik NTM4, et donc qui s'appelait Studer avant. Là, on est vraiment sur le même produit. Et par contre, l'ajout d'une section de sortie et puis aussi de l'entrée DI, etc., qui n'existe pas sur l'original, et donc notamment du transfo Carnil sur la sortie. Voilà, un petit côté british. Ouais, c'est le transfo des séries 51, c'est ça. Entre autres, oui, c'est ça. Globalement, toutes les consoles un peu, je pense fin 70, début 80, dans ces eaux-là, chez Nive, une partie des grosses consoles avaient ça. Ouais. Et du coup, ça te permet d'avoir en entrée un son plutôt assez clean broadcast. Et derrière, si tu veux attaquer plus gras, plus épais, plus rond, tu peux, sur le trim de sortie, rentrer vraiment dans le transfo. Voilà, alors ça, c'est vraiment une des particularités de ce préamp, qu'on trouve pas partout, c'est pas non plus rare, mais voilà, c'est d'avoir effectivement à la fois un gain d'entrée et un atténuateur de sortie. Donc on va pouvoir mettre beaucoup de gains en entrée, on a une réserve de gains assez importante quand même. C'est un préampli qu'on avait un peu... j'étais pas là à l'époque, mais qui avait été développé par Stéphane et Jérôme, notamment à l'intention d'utiliser des micros à ruban, d'où une réserve de gain assez importante. Donc on a ce petit bouton high à côté du gain qui fait toute la différence, qui permet effectivement de sortir une belle réserve de gain supplémentaire. Donc ça, on va dire effectivement la couleur Studer, je dirais, même si en fait c'est une couleur relativement modérée, c'est plutôt une dynamique très importante, quelque chose de très défini, une belle clarté, grosse dynamique. Donc on va pouvoir aller fort effectivement dans le gain et atténuer la sortie pour finalement peu saturer le transformateur de sortie, ou inversement moins de gain et une sortie plus
enfin voilà, rentrer un peu plus fortement dans le transformateur, bourriner un peu plus le transfo pour aller chercher cette couleur-là un peu plus british. Voilà, donc ça permet effectivement d'avoir une petite quand même palette de couleurs sur le préamp. Voilà, et un ajout du préamp qui est donc une autre particularité de la console aussi, c'est je dis de la console, oui, c'est le HPF, donc qui est variable là, sur le préamp. Oui, les fréquences, voilà, de 20 à 315, je les sais jamais de tête. Et donc qui est intéressant parce il a quand même une certaine musicalité aussi. Ça doit être juste un HPF, il a quand même une certaine musicalité. Et ce côté variable, ça qui est plus rare sur les préamplis. On a quand même beaucoup moins de concurrents qui proposent cette fonctionnalité. Évidemment débrayable. Et une entrée DI, donc pour ceux qui connaissent la DI H-Labs, avec finalement le même transfo qu'Arnil que sur la DI H-Labs, donc qui offre également quand même de belles couleurs aussi. C'est pas une DI pour faire joli, c'est une vraie DI, quoi. Je pense qu'on peut dire que c'est une vraie DI intégrée. Donc voilà pour le préamp. De ce qu'on a pu tester encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie DI. Oui, ça marche très bien. Ouais. Elle fait son job. C'est ça. Alors Nico, du coup, il parlait de l'EQ tout à l'heure quand il demandait si les composants étaient les mêmes. Il demande si, par exemple, vous avez pu faire un comparatif avec l'original. Alors pas sur l'EQ, non, malheureusement, on n'avait pas de console là sous la main. On a fait une comparaison entre les courbes. Parce que donc on a des manuels de réparation de la Studer d'époque, donc qui nous permettent qui nous permettent d'avoir accès à la fois aux composants mais aussi à tous les réglages, on va dire le tuning un peu plus de l'EQ. Et donc on a pu comparer quand même que les courbes qu'on sortait avec notre audio précision étaient conformes à ce que quelqu'un aurait voulu sortir à l'époque en réparation sur le même EQ en fait. Donc après on n'a pas pu effectivement comparer directement. Ça avait été fait à l'époque sur le préamp par contre, pour ce que ça vaut, puisqu'évidemment là on avait une couleur forcément différente, mais c'était un test intéressant effectivement. Ok, d'accord. Je regarde si on a d'autres questions. Ils sont sages. N'hésitez pas à poser vos questions. Les EQ, peut-être pour présenter un peu plus l'EQ, peut-être on peut. Oui. C'est un EQ 3 bandes. Donc avec une bande aiguë, une bande grave en shelf et une bande médium semi-paramétrique. Donc une des particularités quand même importantes, c'est effectivement ces deux shelves haut et bas qui sont accordés à 20 Hz pour le grave, 20 kHz pour l'aigu, ce qui paraît dit comme ça inexploitable. D'ailleurs c'est une information qui était pas du tout, pour le savoir, il faut vraiment fouiller dans les docs Studer pour trouver l'info, quoi. C'est-à-dire, eux, ils disaient, il y a le haut, le bas, vous posez pas de questions, ça marche. Et ils avaient bien raison. C'est sûr que si on se dit, non, mais 20 kilos, personne n'a besoin de booster le 20 kilos, j'entends plus rien à 20 kilos. Donc effectivement, il faut pas s'arrêter à la valeur, mais c'est ce qui fait vraiment la particularité de cette EQ, c'est cette bande, donc ces deux bandes à 20 Hz et 20 kilos, mais qui ont en fait une pente très très douce. Et donc, on regardait tout à l'heure les courbes avec Xavier, je crois que le 20 Hz travaille en fait jusqu'à 600 Hz à peu près, le 20 kg descend lui jusqu'à 1500 à peu près. Donc effectivement on a quand même c'est assez particulier, donc on travaille sur des très larges bandes de fréquences. Idem pour le médium d'ailleurs qui a quand même un Q assez large, autour de 1, et donc qui lui est variable en fréquence entre 167 kilos, voilà. Ouais, c'est ça. En plus, on a sous les yeux. Ouais, un peu plus là sur la courbe effectivement, mais on a l'impression qu'on est un peu plus à 170, 180. Mais c'est plutôt la courbe, l'échelle doit être fausse en fait. Mais bon, peu importe. Donc 157 kilos. Donc pareil, très très musical, jamais agressif quoi. C'est vrai que c'est vraiment le truc ce qui peut caractériser, je pense, cet EQ, c'est le côté jamais agressif. Après, clairement, voilà, on n'est pas dans la chirurgie. On est là pour donner du caractère à une source, quoi. Hein. C'est vraiment colorer une source.
c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je disais un peu le tracking EQ, quoi. C'est pas un truc qui existe vraiment, mais c'est revenir un peu à ce côté comme sur la console à l'époque. On peut équaliser dès la prise. Voilà, donc pas que évidemment, mais il y a ce côté un peu. Si déjà ça sonne à la prise, après j'ai moins à retravailler le truc, quoi. Et j'ai moins besoin de ce côté chirurgical peut-être des outils qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, notamment en numérique. Tout à fait. C'est vrai que c'est très musical. Hein. Comme tu dis, c'est très doux, c'est très moelleux. On peut faire des boosts excessifs. Et il n'y a pas de problème, quoi. Ça reste. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On a plus ou moins 15 dB quand même de boost sur les deux shelves. C'est important. Ouais, c'est super important, ouais. Pour sculpter le son, pour créer un environnement et vraiment donner une couleur, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, le semi-paramétrique aussi est vraiment très très doux. Enfin, moi qui suis un grand fan du 150, 160 sur les caisses claires, c'est vraiment ces grosses caisses claires French Touch, ou même pour travailler sur le timbre des instruments. C'est un truc que j'ai pas dit, je trouve que l'EQ restitue vraiment le timbre des instruments. C'est-à-dire cette zone 700, 800, 900 qui vraiment rapproche et donne du corps et le timbre est super respecté. C'est vraiment c'est très très joli. Hein. Moi de toute façon quand je les ai eus, ils ont bloqué à 700 ou 800 je crois, avec un boost à 3 sur l'échelle. Donc c'est quoi 9 dB je crois. C'est ça, hein, c'est 3, oui, tu es à peu près à 9 sur la présence, ouais. C'est ça, et en fait, j'ai passé toutes mes sources dedans, et en fait, elles revivaient, en fait. Donc c'est vraiment ce truc, c'est très difficile de trouver un égaliseur, en tout cas, dans cette gamme de prix, qui amène ce genre de choses, en fait. Je le vois au stud, j'ai du 73, il y a du Massive Passive, il y a du SSL, il y a plein de choses, et ça le fait aussi, mais par contre, c'est pas le même prix. Tu vois. Et je trouve que c'est vraiment très fort, quoi. Ouais. Tes retours, pardon, Xavier, c'était peut-être effectivement un usage finalement proche de ce qu'on ferait avec un Pultec. D'un point de vue de l'usage, quoi. Alors, ouais, dans l'usage, c'est autre chose, mais. Pour la bande du bas et la bande du haut, donc le 20 qui monte jusqu'à 5, 600, hein, et puis celle du haut qui part de 20 et qui redescend avec une très belle pente, très douce, très musicale, jusqu'à 1 kg, 5, 6, je crois. Il y a vraiment cet effet un peu Pultec. Bien évidemment, attention, ça n'est pas un Pultec à lampe ou même à transistor. Mais il y a vraiment ce truc massif, hyper moelleux dans le bas, dans l'aigu, sur les voix, l'air, sur les pieds, ça fait ressortir des choses. Et vraiment cette bande du milieu, pour moi, alors j'exagère peut-être en disant ça, mais elle me fait vraiment penser à ce bas médium qu'on arrive à trouver sur les consoles Trident, quoi, qui est hyper ample, hyper plein, hyper... Tu sais, où tu peux avoir des caisses claires qui sont comme ça au début, puis ensuite tu passes dedans, puis la caisse claire est comme ça, tu vois, elle sort de l'écran carrément, tellement elle est profonde. C'est super musical, quoi. C'est le retour de toute façon que notre collègue nous a fait aussi quand il les a essayé. Il nous a dit waouh, c'est d'une musicalité, retranscription des timbres, pas de déformation, quoi, tu vois. Dans ton utilisation, toi, tu utilisais aussi sur des bus drum ou des bus de groupe d'instru ou... alors ce que j'ai fait quand j'ai fait les tests, j'ai fait kick, snare, overhead. Ouais, ok. Alors j'ai commencé par les overhead, j'ai commencé avec les overhead et je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment la peine de mettre la grosse caisse, du coup, en fait. Parce qu'avec justement ce shelf dans le bas et dans l'aigu, ça fonctionne super bien. Après, j'ai essayé sur du bus de batterie. J'ai essayé sur un bus basse, batte, guitare en même temps. Ok. Ça m'a donné un super joli relief, quoi. Et vraiment, le truc important, quoi, avec le niveau de marge possible. C'est-à-dire qu'il y a des EQ, tu vas commencer à travailler un petit peu... t'es à 3 à 4 dB de boost et tu sens que ça commence à saturer déjà, et là c'est genre le headroom il est monstrueux, donc t'as vraiment ce truc où tu mets tout le monde dedans, tu tournes les deux EQ en même temps à peu près. Le fait que ce soit pas cranté ne m'a posé aucun problème en fait. On n'est pas dans la chirurgie encore une fois, donc c'est ça. C'est exactement ça, et tu passes dedans, tu tournes les boutons et tu dis ah là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Alors bien évidemment ça implique le fait qu'à un moment donné il faut faire un choix qui est compliqué. C'est peut-être le plus dur quand ça marche, mais ouais c'est très musical, c'est très dynamique, la dynamique est conservée, ça écrase pas, c'est vraiment super joli, quoi. Il y a des belles harmoniques aussi. Quand tu commences vraiment à titiller le truc, tu t'entends que même Transformless, il se passe des choses, quoi, dans ce circuit qui est simple en fait finalement, de ce que tu nous expliquais, mais il y a vraiment un truc, il y a un truc magique.
C'est super. Moi, Bon. quelque chose qui m'a notamment surpris en fait sur parce qu'au moment où je les ai reçus, bah, j'étais sur une prod et j'étais sur un mix. Je pensais avoir finalisé le truc. Je me suis dit bon bah du coup là je vais les brancher tout ça. Et là je les active et déjà rien que de les activer sans forcément c'était à zéro. Mais je me suis dit ah, déjà il y a un truc qui se passe. Et puis quand j'ai tourné les aigus, enfin j'ai tourné le shelf à 20 kilos, là je me suis dit purée ouais ça apporte quand même un truc. Et quand j'ai désactivé, je me suis dit oh là là, j'étais persuadé que mon mix était finalisé en fait. Je me suis dit tiens je vais poser ça comme ça sur mon Busmaster pour voir ce que ça peut donner. Et pof quand j'ai activé le truc, là, je me suis dit ah ouais non mais en fait là j'exporte avec quoi. Ouais, c'est une belle Déjà sur super belle ça couche, apporte vachement d'air. Et par contre je trouve que le filtre présence il est. Et ce qui est bien, c'est que du coup sur votre site, Olivier, c'est ce que tu disais, il y avait marqué, j'ai bien aimé moi le slogan, tournez les boutons, ça sonne, c'est simple, jamais agressif. Et en fait, c'est exactement vrai quoi. C'est vraiment le truc où voilà, on pourrait se dire tiens ils ont mis ça, c'est pour vendre, c'est pour faire vendre du coup. Mais non, en fait c'est vraiment vrai. Il y a pas, moi j'ai pas senti un seul moment une agressivité. J'avais l'impression que tous les réglages que je faisais, en fait, ils étaient sympas, ça m'apportait des couleurs différentes, et ouais, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, donc du coup, ouais. Belle machine, et puis en plus, il y a un picmètre, je crois. Alors le picmètre est sur la sortie ou sur l'entrée, Olivier? Exactement. Alors bah oui, comme il y a ces problèmes, à la fois on a une grosse réserve de gain et à la fois on a quand même des postés de boost à 20 Hz de 15 dB, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc oui, c'est important que cette LED soit en sortie justement pour pouvoir contrôler. Qu'on ne va pas saturer avant de rentrer dans le suivant, quoi. Donc oui, c'est pas une LED de signal d'entrée, c'est vraiment une LED de signal de sortie. Voilà, contrôler qu'on sature pas après équalisation. Tu peux nous dire à peu près, Olivier, comment vous décidez de développer tel ou tel produit, en fait? Parce que là, du coup, je pense qu'avant ces produits, il y avait aussi d'autres produits, quand c'était Hacienda Labs, c'est ça? Oui, bah alors bon, Hacienda Labs, il y a eu 3 produits, hein, ouais. Donc l'HL 169, le préampli, HL 4000 qui était un compresseur, un compresseur gate, voilà, on va dire une sorte de clone de compresseur de CSL 4000 avec un bouton color qui permettait d'avoir une couleur Nive. Donc un truc assez hybride aussi, assez intéressant. Malheureusement aujourd'hui qui est un projet un peu en stand-by à cause d'un composant introuvable. Donc on est voilà, c'est un produit qu'il faudra retravailler. On n'a pas abandonné l'idée. C'est un bon produit, donc sûrement qu'on en refera quelque chose un jour. Et voilà, on est un peu en stand-by là-dessus malheureusement. Et donc la fameuse DI 01 qui depuis la semaine dernière est sold out. Donc on est effectivement on est en rupture de stock sur cette DI. Un nouveau modèle arrivera, une nouvelle déclinaison arrivera bientôt d'ici l'été quoi. D'ici l'été, hein. On est en phase finale de développement. C'est vrai que la DI a beaucoup de succès quand même. La DI c'est un produit qui commence à être quand même bien reconnu sur scène. Plus qu'en studio, enfin en tout cas effectivement sur scène, notamment en variété française aujourd'hui, c'est le produit qui est le plus souvent demandé. Cette année, moi j'ai été, on a fait les victoires de la musique, on a fait les Enfoirés, on a fait des tournées. Je sais qu'on tourne avec Ibrahim Malouf, on tourne avec Jennifer, on tourne avec, enfin, il y a pas mal d'artistes. Je ne saurais même pas tous les redire. Je sais pas s'il n'y a pas Cabrel aussi. Enfin bon, on a des belles têtes d'affiche qui veulent cette DI, qui les mettent sur les listes de matos en loc. Donc ça c'est cool. Ouais, ça fait donc ça, voilà. Alors, du coup, là, la DI est à l'écran. Il y a ce que moi j'appelle sur cette DI, parce que c'est pareil, j'en ai deux là. Il y a le petit bouton magique qui s'appelle Buff. Ouais, c'est quoi ça, cette fonction? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Enfin, je sais qu'elle fait. Alors en fait, sur le son, ouais, cette DI effectivement une de ses particularités. Alors, elle intègre le même transfo Carnil, on en parlait tout à l'heure que le préamp. Donc déjà forcément ça lui donne une couleur voilà particulière, un poids aussi particulier.
Tout à fait. C'est Ouais, une d'après, DI ouais, quelques- d'un certain poids. C'est un gros produit qui est alimenté en 220 par exemple aussi. C'est sûr que c'est pas une DI, Ah oui. c'est En pas une 48, JDI. Voilà, c'est pas une petite DI. C'est une Ça grosse fonctionne. DI, entre Ouais, guillemets. il y a pas de pile comme on pourrait voir. Non, sur on certaines, pourrait pas faire un circuit aussi qualitatif ni avec D'accord. une pile ni avec un 48 volts malheureusement. Et donc effectivement, l'autre particularité de cette DI, c'est ce fameux bouton buffer. Et donc en fait, on a intégré un buffer comme on peut en trouver maintenant sous forme de pédale aussi pour les guitaristes, les bassistes. Donc en fait, le buffer va permettre notamment d'éliminer les problèmes de longueur de câble quand c'est un problème, mais aussi de faire un vrai travail sur les impédances en fait. Et d'autant plus qu'on a sur la DI une impédance d'entrée très très élevée aussi, qui joue beaucoup sur la qualité de son de cette DI. Et en fait, en gros, c'est comme si on passait, en exagérant le truc, c'est comme si on passait d'un son téléphone à un son hi-fi, quoi. Il y a une espèce d'ouverture de la largeur de bande globale. On regagne beaucoup dans l'aigu, aussi bien sur la basse que la guitare, on l'entend beaucoup. On regagne aussi dans le bas. Pour Jérôme, c'est moins important dans le bas. Moi, je trouve dans le bas, notamment sur les guitares, quand même, il y a un vrai truc qui se passe aussi, quoi. Dans le bas médium, il y a une rondeur qui est très belle. Sur les basses, Donc, dans le bas mid aussi, c'est très flagrant, quoi. Donc voilà, une petite particularité effectivement de cette DI, mais qui lui donne aussi vraiment son caractère sonore, ouais. Donc le nouveau modèle, on sera évidemment équipé de la même chose, mais on va avoir un boîtier encore un peu plus costaud et une alim de meilleure qualité aussi. Et voilà, on va essayer de pousser encore un peu ce produit à l'international maintenant. Ah, c'est cool, c'est chouette. Un beau projet. C'est chouette. C'est vrai qu'elle est très sympa. Je vais regarder au niveau du chat si on a quelques... Ah, alors qui c'est qui est là? Les secrets du son. Je suis à la bourre comme d'hab. Salut David. C'est pas grave. Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Du coup, aussi en retard. Les gars, vous allez être à l'amende. Hein. Vous allez payer votre coup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, si vous avez, faut profiter qu'on est avec Olivier, que du coup, voilà, il peut répondre à toutes ces questions. Je voulais aussi revenir sur notre ami Xavier avec son beau studio que je vais remettre à l'écran. Hop. Est-ce que du coup, Xavier, toi, t'as aussi testé un peu les préamplis Ouais, j'ai eu pas mal l'occasion de tester les préampes. Alors, comme Olivier en parlait, j'avais testé les premières générations, tu sais, que vous faisiez en DIY, je crois, sur des formations. Oui. Le circuit globalement était à peu près le même, ouais, mais c'est ça, le double préamp en rack. Ouais, c'est ça. Donc je me rappelle, ce qui était super joli, ce rack, il était vraiment noir industriel avec des gros. C'était gravé, ouais. Ouais, c'était super joli. Je crois qu'il y avait une option, l'option couleur, je crois, non? C'était où il y avait pas un truc avec l'ampli hop, tu pouvais enclencher. Là, je me rappelle plus, mais ouais. Je retrouve les photos, ouais. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester cela. J'ai fait des prises de son aussi avec Monsieur Eric Bécard que je salue là. Ouais. Sur un format jazz live avec un beau micro Erlund directement dans le préamplificateur. Ah ouais, du Erlund. Et ouais, on est comme ça. Et on a vraiment constaté un joli grain de voix. En plus, c'était une situation assez compliquée parce que c'était une situation batterie, piano, basse et voix tout en live, enregistrée. Okay. Et c'était une chanteuse, et je trouve ça toujours très compliqué, les voix de femmes qui sont assez aiguës, qui sont un petit filet en fait. Parce que sur les voix on aime bien, oui, elle filet tout ça, mais il faut quand même une marge de grave pour pouvoir asseoir la voix dans le mix. Ouais. Et c'est vrai que en passant la voix de Mélissa, que je salue au passage, ouais, on a ouvert le préamp, on s'est dit ok c'est cool, on a baissé le préamp, on a monté le trim. Et là, justement, le transfo s'est mis en route, quoi. Et ça a vraiment amené une assise dans la voix, en plus de la clarté que le transfo d'entrée amène, quoi, tu vois. Et c'était vraiment super chouette. C'est Eric qui l'a mixé. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Hein. Il a sorti la voix, il a mis un coup bas, un coup haut, et puis basta, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment une belle reproduction des transitoires aussi. Les transitoires sont super jolis. C'est hyper doux, c'est pas agresse. Avec le transfo, il écrète beaucoup en fait. Hein. Ouais. Il écrète beaucoup. On a d'autres projets dans les tuyaux avec ce transfo justement parce qu'il y a cette particularité qui est très intéressante. Ouais.
Et du coup, c'est super intéressant d'avoir ce lissage avant que ça parte dans la conversion aussi. Non, c'est vrai, c'est vraiment un beau préampli. J'ai pu le tester sur la basse aussi en direct. C'est vraiment super joli. C'est très riche. J'ai essayé sur quoi? Sur des caisses claires. J'aime beaucoup sur la caisse claire. C'est très très épais. Là, le coup de bas doit être particulièrement sur une caisse claire, je pense. Alors c'est super joli parce que tu peux même. Alors moi j'ai souvent la tendance à empiler les trucs dessus, tu vois. J'aimerais bien essayer le combo préamp EQ justement avec le coup de bas et le boost à 20, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure. Mais t'as vraiment une richesse dans le timbre de la caisse claire. Et ce coup de bas justement te permet d'enlever l'excédent de grave. Et du coup d'enlever l'excédent de grave, mais du coup bien sûr d'être plus gourmand et donc de monter le niveau de sortie. Du Transfo, et du coup tu gagnes vraiment une assise, c'est super joli, les harmonies du Transfo elles sont super belles, t'as le bas médium et le haut médium qui ressort là. En fait ça donne vraiment ce truc que j'adore dans la musique, c'est le relief 3D quoi, du son. Peut-être t'as une pièce claire et bah t'as le flux quoi, tu vois, c'est... Ouais, tu vois, c'est le fût de bière. Ouais, oui, le fût de bière, en l'occurrence, parmi tant d'autres fûts. Mais voilà, non, c'est un très beau préamp. Moi, j'ai une question. Alors vous avez des versions en test. Et bon, alors ce que j'ai trouvé intéressant pour Laurent, ou notre collègue Lolo, moi, c'est bien. Ouais, Lolo, ça va bien, je trouve. En plus, t'es tout petit aujourd'hui. Est-ce que vous faites des kits, genre, que vous allez envoyer chez les gens pour qu'ils puissent tester ou pas? Ou c'est des choses qui sont envisageables? Alors en France, oui, on l'envisage assez facilement. Enfin voilà, il y a des clients. Vous parliez tout à l'heure de Philippe, par exemple, qui nous avait contacté suite à la review, qui souhaitait tester une paire d'EQ. Évidemment, ça s'organise. C'est sûr, à l'international, c'est vite plus compliqué que des frais de port, mais vite des frais de douane aussi, etc. Mais en tout cas, autant que se faire se peut, on le propose. On propose de toute façon aussi un retour 30 jours. Voilà, il y a des personnes qui est pas contente, ça lui convient pas dans son setup ou je sais pas quoi. On pose pas de questions, 30 jours, elle renvoie, on la rembourse, il y a pas de souci. Voilà. Et ça, c'est plus facile à faire, même à l'autre bout du monde. De toute façon, aujourd'hui, je veux dire, même Thomann le propose, donc on est obligé de se mettre dans ce modèle-là pour que les gens puissent effectivement tester le matériel chez eux. C'est quand même là que ça a le plus de sens aussi de s'installer dans une config avec des micros qu'on a déjà, avec le reste du matos qu'on a déjà. Donc voilà. Et puis comme on est fabricant, c'est assez facile pour nous de reconditionner un produit et de le remettre à neuf, etc. Enfin, on maîtrise le truc de A à Z, donc ça devient pas un déchet, quoi. C'est pas un problème effectivement de prêter du matos. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un gros avantage en fait d'être en France parce que tu peux mettre ce genre de système en place très facilement. Et c'est juste quand tu fais du son, enfin en tout cas me concernant, mais je pense que c'est un peu global, ou en France en tout cas, c'est très compliqué de tester le matériel en fait. Et du coup je pense que c'est une force quoi de pouvoir dire, tu sais quoi, tu veux essayer les Q, vas-y je te l'envoie. T'es pas content, tu me le renvoies. Bon, bien sûr, peut-être il y a des conditions, ce genre de choses, mais c'est vraiment une force, quoi. Je trouve que ça se développe pas vite. Il y a quelques marques. On parlait tout à l'heure d'Erlund. Voilà, c'est pareil. Chez Erlund, on a la possibilité d'essayer. C'est quand même chouette de pouvoir, d'avoir une marque en France, en fait, ou comme dit Olivier, qui maîtrise toute la chaîne, en fait. Donc déjà on a un interlocuteur présent et puis on peut tester le produit. Moi je trouve ça génial parce qu'au final je me rends compte que on parlait de Philippe tout à l'heure, voilà. Moi Philippe quand je l'ai eu, j'ai dit essaye quoi. Je crois qu'il a même pas attendu 30 jours en fait lui donc Non. Donc voilà. Non, mais effectivement, je lui ai dit, je te les envoie, si ça te plaît, tu les gardes, ça te plaît pas, tu me les renvoies. Bon, c'est quand on peut se le permettre et qu'en plus on est là dans ce réseau, que ce soit Francema ou ailleurs, mais je veux dire, on est. Oui, tout à fait. C'est les copains. Enfin non, mais on est en confiance, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est plus simple aussi, qu'à l'autre bout du monde, évidemment. Mais du coup, excuse-moi, je rebondis parce qu'on discute. J'ai vu. Il y a une question super intéressante qui demande est-ce qu'il y aurait un module stéréo bientôt? Type VCA ou Opto? C'est David qui demande les secrets du son. Alors, type VCA ou Opto, non. C'est pas prévu tout de suite. Alors, parmi il y aura sûrement, il pourrait y avoir en tout cas une version stéréo, peut-être au format 500 d'ailleurs, avec quelques fonctionnalités supplémentaires, mais sûrement plutôt une version double mono rack nu plus rapidement. Ça, c'est dans les tuyaux. En fait, on va sûrement décliner ces deux produits
dans des formats rack 1 nu qui seront un double préamp, une tranche de console, préamp EQ et peut-être un double EQ s'il y a de la demande là-dessus. Ça c'est possible. Une version plus évoluée, effectivement, avec une belle stéréo bien maîtrisée, etc. sur un double EQ, presque une version mastering entre guillemets, ou en tout cas une vraie version de bus pourrait. Enfin, on y a pensé. C'est beaucoup de boulot, donc je m'avance pas là-dessus pour l'instant. C'est un vrai sujet, mais par contre, ça me permet de rebondir sur un autre sujet qui est effectivement une version stéréo du préampli qui elle est en bon état d'avancement, qui est pour le coup plus que juste le format 500x2 dans un rack. Donc là on sera sur un rack 2U avec pas mal de fonctionnalités supplémentaires et donc le même circuit audio, hein, le but c'est vraiment de conserver ce circuit qui fonctionne bien. On aura évidemment des vues-mètres en plus, par exemple, des choses comme ça. Mais surtout le gros du boulot, c'est une techno sur laquelle on bosse depuis 1 an, qui va permettre un pilotage des gains et volumes par on va dire un système de... Je sais même plus exactement comment appeler ça, mais un réseau de résistance piloté par des relais en gros. Donc, c'est-à-dire qu'on remplace les potentiomètres par un certain nombre de résistances qui va nous permettre d'avoir 64-128 positions de gains et d'atténuateurs de sortie différents. Et ça va nous permettre, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Xavier, mais c'est vrai que le problème des potentiomètres comme on a devant nous là, c'est que c'est malheureusement pas très précis. Donc effectivement, faire de la stéréo avec des potentiomètres, c'est toujours un peu compliqué. Et donc là, remplacer ces potentiomètres par des résistances, là on a une très grande précision aujourd'hui sur les résistances, on a 0 problème avec ça. Donc ça nous permettrait d'avoir effectivement un stéréolink parfait sur ce produit-là. Et d'ailleurs un stéréolink avec également un suivi de réglage puisque les potentiomètres sont motorisés. Donc gauche-droite. Et également aussi une fonction de verrouillage du niveau de sortie. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un réglage entrée-sortie. Et à un moment, on le verrouille et en fait, on va pouvoir moduler le gain et donc la couleur en fait du préampli. Et en fait, on aura la sortie sera automatiquement compensée en fait. Pour avoir un niveau audio de sortie qui soit constant en fait, un constant output, on pourrait appeler ça. Et donc vraiment pouvoir travailler la couleur en fait du préampli. Donc ça c'est pas mal de boulot. À notre échelle. Ouais, j'imagine. Ouais. On le fait justement. On voulait pas le faire avec certains aujourd'hui le font. Par exemple, je crois que chez Nive, il y a des systèmes comme ça où vous avez le recall des gains en numérique. Mais en fait, on est déjà il y a un feeling du bouton qui nous convient pas parce qu'il y a un bouton très mou, c'est des encodeurs. C'est pas des potentiels, c'est des encodeurs. Donc en fait, nous on garde sur c'est quand même un potentiomètre plutôt dur justement qui fait le pilotage, même si le son passe pas à l'intérieur. Parce qu'on voulait garder ce feeling analogique, on n'a pas mis d'écran, etc. exprès pour ça. Et puis, et donc il y a ça. Et effectivement, on peut aussi faire cette commutation des résistances internes avec des transistors aujourd'hui. Hein. Mais on sait que faire passer le son par les transistors, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, on a mis beaucoup de relais à la place, plein de relais, plein de relais. Donc voilà, on est sur un produit qui va être clairement aussi plus haut de gamme. C'est un peu l'idée d'avoir un peu un fer de lance dans la gamme, montrer ce qu'on sait faire aussi sur un produit vraiment très abouti. Donc ça nous demande, on a encore un peu de travail dessus, mais on a un prototype fonctionnel déjà et voilà, ça avance bien, C'est chouette, c'est un joli projet. Hein. Vous projeteriez pour quand, là, à peu près début 2024 Non, ça devrait sortir avant la fin de l'année, quand même. Ah ouais, super, d'accord. Vraiment, on a toute la partie hardware, aujourd'hui, on va dire le rack, enclosure, quoi, le boîtier, les faces avant, etc., tout ça, c'est prêt. On est sur une phase de code, plutôt, en fait, aujourd'hui. Voilà. Parce qu'évidemment, il faut que... Finalement, c'est deux petites cartes électroniques qui doivent se parler pour piloter tous ces relais. Donc on est plutôt dans cette phase-là d'interaction avec l'utilisateur, on va dire. Fonctionnellement, le produit marche.
Et donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer utiliser une fois que ce système-là est très fonctionnel, on peut l'appliquer, entre guillemets, à n'importe quel potentiomètre demain. Donc, nous, on essaie d'avoir une conception très modulaire des produits. D'une part, ça permet effectivement d'utiliser des bouts de modules sur différents produits, donc potentiellement de sortir des produits plus rapidement derrière, une fois qu'un bout marche. Mais aussi, ça améliore aussi tout ce qui est SAV, etc. Enfin voilà, au long terme, je pense que c'est plus intéressant. Mais voilà, on pourrait imaginer demain avoir une version boostée de l'EQ avec des vumètres et remplacer les potentiomètres de gain, par exemple, par ce type de réseau de résistance. Voilà, je m'avance un peu, il faudrait demander confirmation à Jérôme, mais je crois que sur le principe, ce serait un peu l'idée, quoi. Voilà. Waouh, c'est cool. Bah, en tout cas, dans le chat, ça réagit. Ils ont l'air d'être assez charmés. Charles qui nous dit merveilleuse nouvelle. Ouais, c'est des petits coucous. Pas trop le chat là, mais. Ouais, ils sont sages. Non, ils citent, tu vois, des marques aussi comme West Audio, c'est ça, Tegeler. Oui, ils ont aussi des process qui commencent un peu à se développer. C'est pas mal, je trouve. Alors chez West Audio, effectivement, ouais, West Audio fait des très bons produits. Avec, je pense, une philosophie qui est pour le coup assez différente, parce qu'effectivement, ils sont un peu sortis de cette philo analogique pour plutôt essayer de faire du hardware plugin, qui font très bien. D'ailleurs, ils sont vraiment les plugins et ça marche très bien, donc bravo à eux. Nous, on sera pas du tout sur ce créneau-là, malheureusement. Pour ceux qui auraient espéré, je préfère leur dire tout de suite que ce sera pas le cas. C'est vrai que nous, on n'a pas le côté écran, on n'a pas le côté remote control, on n'a pas le côté preset, etc. Et je pense pas qu'on ira là. Voilà, typiquement chez West Audio, on va retrouver par exemple beaucoup de commutations par transistor, assez peu de relais, etc. Et c'est une autre façon de faire. Et quand ça marche, il y a pas de souci. Et juste nous, c'est un peu une autre. Pour une autre direction, voilà. Pour une autre direction. On est tout en composants traversants aussi. C'est quand même une des caractéristiques de notre fabrication, c'est qu'on est en quasi 100% traversant, je dirais 99,5%, parce que malheureusement il y a un ou deux composants aujourd'hui dans la gamme qu'on n'arrive plus à trouver, mais on est quasi tout en traversant, et donc ce genre de produits comme West Audio qui sont très digitaux entre guillemets aujourd'hui peuvent quasiment plus se fabriquer en traversant en fait. Voilà, il faut rester sur le design bien plus à l'ancienne. Donc nous on est plutôt là-dedans sur à l'ancienne, facile à réparer, etc. Quand tu dis traversant, c'est le composant qui traverse le PCB et qui est soudé exactement, derrière. Soudé à l'ancienne, okay. Voilà. Okay. Soudé à l'ancienne par des petites mains. D'accord. Ouais. Donc le choix d'aujourd'hui, beaucoup de composants sont posés, en fait, sont en surface, voilà, pour expliquer. Les gens qui savent pas, c'est que les composants sont posés en surface. Ça peut être des robots d'ailleurs qui font des petits points de soudure, etc. Donc ça fait des composants plus petits. Par contre, en termes de réparation derrière, dans 20 ans, il y en a qui vont s'arracher les cheveux pour changer une micro-résistance. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une façon de faire, hein. C'est deux politiques différentes qui marchent très bien toutes les deux. Hein. Donc après. Et vous avez une charte qualité sur le choix des composants ou du coup. Alors c'est il y a beaucoup de composants aujourd'hui. Voilà, les résistances, tous les composants de base. De toute façon, il y a plus beaucoup de choix et malheureusement, tout vient d'Asie globalement. Là où on essaie d'être vigilant sur la qualité et où on a des partenariats un peu plus de long terme, je dirais, c'est effectivement sur des composants comme les potentiomètres, par exemple. Il faut pas que ça se mette à craquer au bout de 2 ans. Bon, la marque commence à avoir un peu de recul, créée en 2015. On n'a jamais eu de retour, par exemple, sur ces sujets-là, donc on sait qu'on est plutôt en confiance aujourd'hui avec notre fournisseur, par exemple. Évidemment, tout ce qui va être connectique, c'est du neutrique, quasiment tout, parce que voilà, on est tranquille aussi. Les boutons, les petits SPUJ, ça vient de chez Alps, par exemple. C'est pareil, c'est à la fois hyper standard et à la fois, on sait comme ça que c'est incroyable. Voilà, tout ce qui est boutons, etc. Oui, au niveau qualité, là-dessus, on fait attention. Évidemment, on parlait dans le préamp toutes les grosses pièces, donc les transfos, etc. On est sur du Carnil anglais, on est sur du neutrique suisse, etc. Voilà, ça dépend des composants, quoi. De toute façon, c'est SAV France, tout est réparable. Là, oui. Ouais.
Voilà, SAV France. Alors, je dirais que c'est même, entre guillemets, l'avantage du traversant aussi, c'est qu'avec avec le schéma, d'une part, n'importe qui bricole pourrait le réparer lui-même, ou en tout cas le faire réparer au réparateur, un réparateur local aussi. Donc demain, un client aux États-Unis, par exemple, je pense qu'on lui trouvera plutôt un réparateur local pour faire réparer une machine même qui serait en panne en garantie, en fait, pour éviter effectivement des allers-retours en transport débiles, quoi. Parce que tout a été fait pour que la machine soit facilement réparable, en fait. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais. On a David qui, je crois qu'en fait, on en avait parlé de ça. Un EQ 4 bandes paramétriques genre SSL, il n'y a pas eu ça chez vous? Ils ont fait la section dynamique. Voilà. Ouais. Exactement, oui. Alors on avait eu le HL 4000, on n'a pas eu l'Equalo paramétrique. Alors ça, c'est pas dans les tuyaux. Par contre, on a, en termes d'Equalo, on a un autre produit qui est en cours d'étude. Donc pareil, on a des prototypes fonctionnels sur le sujet. Xavier a pu mettre les oreilles dessus, qui est un EQ dynamique analogique. Donc ça, c'est pareil, ça se fait rare. Fut un temps, BSS en faisait un qui était assez, pas mal utilisé en live. 903, moi j'aurais dit, non? Ouais, je crois, un truc comme ça. 903, 904, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, les 2 bandes stéréo ou 4 bandes en mono, ouais, c'était ça, ouais. Exactement. Ouais. Donc, puis, il y a dû en avoir un autre, je me rappelle plus, mais je crois qu'il y en avait eu un autre. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, peut-être chez Lake People, ou je sais plus, un truc comme ça, mais aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des produits qui ont un peu disparu du marché, alors que je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Donc, on a un produit qui devrait sortir, pareil, d'ici la fin de l'année, format 500. Avec des fonctionnalités créatives aussi assez intéressantes, je pense, pour tout ce qui va être du remix, voilà, des gens qui sont un peu dans l'électro, qui utilisent des samples, etc., pour retravailler des boucles, des samples. Il va y avoir des choses assez intéressantes à faire. Ouais, c'est une très belle machine, ouais, en effet. Ouais. Combien de temps vous mettez vous mettez combien de temps pour développer un produit? Là, tu nous parles de produits qui vont sortir, mais du coup, vous, en rétro-planning, vous étiez sur là, quand tu parlais du double préamp, c'est un projet qui a combien? 1 an, 2 ans? Bah, le double préamp je dirais 1 an et demi. Ok. C'est un gros projet. L'EQ, par exemple, c'est un produit qui est sorti en plutôt, on va dire, à 6 mois, un truc comme ça. D'accord. Quand même plus simple. Alors après, on n'a pas passé 6 mois sur l'EQ, puisque d'une part, que ce soit pour moi ou pour Jérôme, c'est pas notre seule activité. Voilà, on se partage un peu sur d'autres activités aussi, et puis que même sur HLabs, effectivement, on est sur pas mal de choses en même temps. Et puis on avance aussi au gré des fournisseurs, entre guillemets, puisque quand on fait, on fait designer un boîtier, une version 1, ça met 6 semaines, et puis après 6 semaines après, on se rend compte qu'il y a une vis à changer de place, re 6 semaines. Voilà, c'est un peu pareil avec les PCB, c'est pareil avec quelques composants, etc. Donc il y a toujours des petits délais à ce niveau-là. Mais du coup, dans les trous, on travaille un autre projet, et puis ça s'enchaîne comme ça. Mais oui, l'Equalo Dynamique, c'est un projet par exemple qui doit avoir à peu près 1 an aussi. Ok. Voilà, donc c'est marrant parce que des projets plus rapides. Parce que l'EQ Dynamique, je crois que j'en avais parlé avec à l'époque Stéphane Pio des studios de l'Hacienda quand je crois quand vous aviez développé la section dynamique 4000 là. Oui. Qui est vraiment bien, qui fait son truc aussi. Et c'est marrant parce qu'on avait discuté, on s'était regardé tous les deux, on s'était dit putain, dis donc, ce serait vraiment super cool s'ils développaient un EQ dynamique. En plus, je pense que c'est assez complexe à faire en plus de ce que j'ai pu. Là, ouais, c'est un peu le bordel. Ouais. Ah oui, vous avez mis plein de fonctions super cool aussi, donc. Ouais, il y a beaucoup de boutons. Déjà, faut le faire rentrer dans un format 500. On a 8 potables, je crois, et puis 4 ou 5 switches. Donc, on voulait faire rentrer ça quand même dans une seule unité de rack 500. Parce que faire du mono dans 2 us, c'est un peu dommage. Mais oui, on en est là d'ailleurs au moment où il faut réussir à tout pitcher dans un format 500. Ouais. La face avant est dessinée. C'est toi qui gères l'empilement des éléments exactement. Le format. Donc là, c'est dessiné et il faut qu'on prototype ça. Ça va faire partie des prochaines étapes qu'on prototype ça à l'échelle. Génial, super cool.
Et tu penses que ce produit, par exemple, sera accessible, entre guillemets, à la vue ou en démo ou à l'écoute d'ici combien de temps? Je pense que c'est un produit qu'on doit pouvoir sortir à l'automne, quoi. Je pense, en étant raisonnable, un truc comme ça, ouais. Ok, bon, bah écoute, c'est quelque chose qui est... quelque chose qui est plutôt bien avancé aussi, ouais. Super. Hein. Les faces avant sont dessinées et tout, donc il y a... Effectivement, et globalement, en termes d'audio, le produit fonctionne aujourd'hui, donc on est plutôt sur de la mécanique maintenant. C'est chouette. Hein. Voilà. C'est la même chose pour la DI version 2. Là, donc ça, c'est la version 2, ouais, si on peut... ça, c'est le premier proto de la version 2, qui est justement un peu en test intensif, là, ce temps-ci. Ok. Je suis en train de perdre la qualité de caméra là, qui vient de baisser. Mais voilà, donc on a changé surtout le design du boîtier. On a des petits pieds et puis des petits embouteillages ici. Donc les boîtiers sont empilables parce qu'on a beaucoup de clients en live qui en utilisent 2 voire 4 pour les claviers. Ça, c'est souvent 4. Donc c'est pas mal de petits détails comme ça. Tout ce qui est connectique et les switches protégés en anglais, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est protégé ici partout. On aura un petit rétroéclairage sympa et puis surtout un gros travail qui a été fait sur l'alimentation. Une alimentation de bien meilleure qualité. La ventilation, design. Ouais, alors on est en passif, hein, voilà, on a un petit avec le petit H, petit vent ici, voilà. Parce qu'effectivement, on a quand même un petit radiateur là-dedans qui ça chauffe un petit peu, voilà. Et puis que dire de plus? Et surtout, voilà, aussi, on en parlait tout à l'heure, mais dans les designs à venir, un changement de format aussi qui nous permet d'avoir des PCB communs qui vont servir dans une future version rack stéréo aussi, DI 2 canaux en rack, aussi bien du coup pour le studio que pour le live. On a beaucoup de claviers notamment qui l'utilisent. Ça sera une addition assez intéressante, je pense, à la gamme d'avoir cette version en rack. Carrément. Voilà. C'est vrai que sur les claviers, ça rajoute vraiment une belle texture, quoi. Et j'ai peut-être une question bête, mais une version stéréo en DI, c'est quelque chose qui paraît... ce sera le cas, effectivement, la version rack sera en stéréo. Ah d'accord, ok, super. Ouais, ce sera une de 2 canaux, pratique, et avec un vue-mètre, voilà, ce qui est assez rare. C'est chouette. On intégrera le vue-mètre aussi dans la DI. Wow. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, parce que à partir du moment où celle-ci sera prête, la mono, la stéréo est une sorte de déclinaison, mais voilà, en termes d'audio, il n'y a pas de variation. Donc on est vraiment sur du hardware, on bosse déjà le sujet. Donc ça devrait pas trop traîner. Super. Ça chôme pas quand même, hein. Ouais, Ça chôme pas. Attends, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je vais au showroom, ils boivent des cafés, les mecs. Ça fait avancer plus vite, le café, ça booste. Ouais, ils dorment pas, du coup. Ils dorment pas, du coup. Le son est plus nerveux, quoi, du coup. Mais non, c'est chouette, beaucoup de jolis projets. Hein. Ah ouais, franchement, tu vois, tu avais gardé ça pour le live, en fait, en off, on en avait pas forcément parlé, du coup, je suis encore plus charmé par la... Ouais, voilà, c'est vrai que donc ça fait un an et demi maintenant que je travaille avec Jérôme, que je suis dans l'aventure H-Labs, on va dire. Et effectivement, on a eu une grosse période un peu de refonte déjà de la marque, et puis derrière de où est-ce qu'on voulait aller, redessiner les produits, etc. On s'est mis sur beaucoup de choses en même temps, ce qui fait qu'il n'y a rien qui est sorti très vite. Mais maintenant, il y a plein de choses qui sont pas loin d'être prêtes. Donc ça va faire effectivement... il y a pas mal de choses qui devraient sortir assez rapidement. Ouais, puis avec une certaine philosophie sonore, donc c'est intéressant. Ouais. Ça prend une orientation, donc c'est chouette. On a les visages un peu jaunes là parce que j'ai mis à l'écran du coup l'équipe avec Jérôme Champlet, toi Olivier et puis Maurice Azan. Exactement, on n'a pas trop parlé de Maurice qui est malheureusement pas là non plus ce soir, mais donc qui gère toute la partie commerciale en fait du projet. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes super abordable, super sympathique et c'est génial. En fait, c'est génial parce que... Ouais, c'est super. C'est juste super d'avoir quelqu'un en face de soi qui écoute ton retour et qui essaie de comprendre ce que tu as envie d'avoir en fait. Et puis qui n'hésite pas en fait à t'orienter sur notre produit ou notre marque si c'est pas ce qui correspond en fait. Donc il y a un côté super honnête. Puis vous vous entourez en fait aussi de personnes comme Xavier pour développer, écouter... C'est important. Nous, on a besoin des retours clients. On vient tous du monde de l'audio. Moi, je travaille dans l'audio depuis que je travaille. Donc, ça commence à faire un peu. Maurice et Jérôme encore bien plus que moi, mais c'est vrai qu'on est tous des enfants de l'audio, entre guillemets. Donc,
Voilà, c'est une culture qu'on a et en même temps, on n'est pas des professionnels de l'audio dans le sens où on travaille pas avec les machines toute la journée comme peuvent le faire des ingé son live ou des ingé son studio. Donc pour nous, c'est très important, c'est même nécessaire d'avoir ces retours-là, les retours de ces gens-là, pour être sûr que le produit correspond à un besoin et à une qualité qui est attendue par l'utilisateur final. Parce que nous, dans notre labo, on peut faire le meilleur produit du monde si derrière il n'est pas utilisable une fois qu'on le branche en studio pour voilà, n'importe quelle raison. Mais en tout cas, voilà, pour nous, ces retours, ils sont géniaux. Donc effectivement, vous, très preneur. Vous envisagez d'exporter, enfin pas d'exporter, mais là on a des réactions dans le chat où ils disent il va falloir aller représenter la France à l'AES par exemple, ou au NAM. C'est quelque chose qui pourrait s'envisager aussi pour vous ou... Alors la marque a déjà fait un AES il y a quelques années. Ah ok. Quand il est passé à Paris, bon, on n'a pas beaucoup exporté. On a été au Music Mess aussi en 2016, 2017 par là, je crois. Ouais. Bon, malheureusement, le Music Mess, on s'est posé la question cette année, mais le Music Mess, c'est plus tout ce que c'était quand même depuis le Covid. Malheureusement, c'est devenu un beaucoup plus petit événement et quand même plus dédié au live qu'au studio. Donc, j'ai un peu pris conseil. Et finalement, on nous a dit que ça avait pas trop le coup d'y aller. Le NAM serait clairement un très bel événement. Trop cher pour nous aujourd'hui. Enfin voilà, pour le faire bien, il faut un peu de moyens. C'est compliqué. L'AES, il y avait une session en Finlande là, il y a quelques semaines, je crois. C'était il y a pas très longtemps. Ou même en ce moment. Enfin voilà. La question aurait pu se poser aussi. On n'est pas tout à fait prêt. Tant que j'ai des idées, j'ai toujours l'impression de pas être prêt, donc c'est dangereux. Mais on va dire oui. J'essaye quand le rack derrière moi là sera vraiment rempli, je pense qu'on sera prêt à aller attaquer défendre. Effectivement d'autres marchés aussi, mais oui, il faut. On est plutôt pour l'instant à l'idée effective. De toute façon, on a l'idée de se développer à l'international, à minima en Europe en tout cas. Les US, on sait que il y a un gros marché, mais ils ont déjà beaucoup de marques sur place et ils achètent beaucoup local, etc. Donc, on sait que c'est plus difficile, mais il y a des choses à faire et on est plutôt en train de chercher des partenaires locaux déjà pour nous représenter sur place. Voilà, on vient d'être mis en relation, par exemple, avec plusieurs revendeurs potentiels en Angleterre, des très très belles boutiques. Enfin, en plus, c'est vrai qu'en Angleterre, ils ont la chance d'avoir encore des très beaux magasins de studio, des grosses boutiques. Donc voilà, ça peut être des gens qui représentent bien la marque auprès d'un public local. Et je pense qu'en plus, la marque a besoin de... vous le disiez vous-même, voilà, on est abordable, etc. On peut venir nous voir. En fait, en local, on va chercher des gens qui sont comme ça. Si c'est pour être loin et pas pouvoir être présent, c'est vrai aussi. Bien sûr. Ça va moins nous ressembler entre guillemets. Donc, on va plutôt chercher effectivement des gens pour nous représenter, et avoir envie de pousser la marque près de chez eux. Et je pense qu'on sera plutôt dans cette dynamique-là. Ouais. Chouette. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a quand même. On a bien fait le tour. On avait prévu de faire quelques petits tests, pourquoi pas. Petits tests, ouais. Si on a le temps, on peut. Avec plaisir. Hein, bah ouais, on avait branché la guitare en fait sur le préamp avec les Q et du coup on s'était dit on pourrait tester deux trois petites choses, bien sûr. Tourner un peu les boutons pour leur donner un peu une idée de ce que ça peut donner. Allez, je vais récupérer la guitare. Hop, je vais la faire passer derrière. Hop là. Voilà, donc c'est toi qui fais l'ingé son, mon Lolo, là? Oui, je vais aller tourner les boutons. Je vais aller tourner un peu les boutons, et puis... je pense que... On explique un petit peu la chaîne qu'on a fait? Oui, vas-y. Oui, donc là, c'est le pré 169. Oui. Donc on est rentré dans l'entrée DI instrument. Ouais. Hop, je vais me lever. Voilà. On rentre donc dans le pré 169 ici. On a apporté donc un HPF à environ, j'ai envie de dire 90 Hz à peu près. C'est ça. On a utilisé le pad en entrée quand même. Ici en sortie on est à 15, donc du coup on serait à moins 15, c'est ça? Ouais, moins 15, oui. À 0. Et ici au niveau du gain, bah ouais, on est quasiment à 3/4. Après sur les Q, on a démarré pour l'instant avec une EQ à flat.
Et puis Ouais. voilà, on va faire des petits tests pour... Il y a autre chose à rajouter Pour ça ceux- Non, c'est cool. bon On a surtout padé, on pouvait ne pas pader, mais on a padé pour pouvoir bien ouvrir le préomp. Ouais. En fait, pour avoir un peu de richesse, et surtout pour pouvoir ouvrir la section de sortie, justement, avec le magnifique transfo. Ben voilà. On y va, Lolo ? Allez, c'est parti. Allez. Merci aux musiciens. Ouais, je prendrai un cachet d'intermittent du spectacle. Merci pour cet essai live. Voilà, bah, c'était un petit peu pour vous donner un petit peu à tous une idée un peu du rendu. Hein. C'est vrai qu'on sentait bien quand même là, Ouais, ça donne vraiment une certains plus-value, forcément avec un petit peu plus de volume, parce qu'on Ouais. on attaque un peu les EQ. Mais par contre, la texture change vraiment, quoi. Très intéressant, je trouve. Et sur, Bah, sur une guitare branchée en DI. Hein. Ouais, et puis alors une guitare branchée en DI et puis une guitare, franchement une guitare à 90 €, quoi, un truc, voilà, un truc qui sonne pas forcément terrible à la base, mais du coup, voilà, accordé puis bien joué, Ouais. ça match quoi. Ça le fait, ouais. Et puis du coup, on peut. J'en ai parlé avec Maurice, c'est vrai qu'on n'a pas échangé dessus, Olivier. Mais après, si les gens ici veulent des comparatifs, moi j'ai un multipiste hein, de drum, de basse et de guitare électrique, avec des switches AB très clairs, level matché, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est possible aussi de les fournir. Je crois que Maurice les a aussi. Je pense que Maurice effectivement a dû récupérer des pistes, ouais. Mais Ouais. oui, pas hésiter à nous les demander. C'est qu'on n'est pas très bon communicant sur encore pas mal de points, mais oui. Pas grave, ça. Voilà. Non, c'est très bien en tout cas. Nous, si on peut vous aider dans la communication, bah, faut pas hésiter parce que ça sera vraiment avec grand plaisir, puisque c'est vrai que voilà. Ouais, j'ai vraiment apprécié l'approche qu'on a pu avoir ensemble, les contacts qu'on a pu avoir aussi assez régulièrement pour
d'une part que je me renseigne aussi sur les produits, ne serait-ce que la prononciation de la marque. Ou à un moment donné, je t'avais appelé, je t'ai dit on dit Ashlabs ou Ashlab. Tu m'as dit on dit Ashlabs. Enfin voilà, plein de choses comme ça où on a pu échanger. Enfin voilà, vous êtes super sympathique, donc du coup, tout ce que j'espère, c'est que la marque va bien se développer pour vous, que les choses. Et puis voilà, et puis nous on est là s'il y a besoin de relayer des choses. Surtout, je pense qu'on aura l'occasion de reparler ou de refaire des événements comme celui-là pour peut-être les prochaines sorties produits. Ouais, avec grand plaisir, franchement. Je saurais pas dire encore exactement lequel camp, mais peut-être le prochain sera peut-être la DI, ceci dit. Donc voilà, avec plaisir pour reparler de cette DI en temps voulu. Voilà, peut-être juste pour, on a évoqué rapidement, oui, le prix de l'EQ, on avait dit 390 € TTC. Ouais. Juste pour rappeler qu'on a des offres aussi, voilà, quand on achète une paire, par exemple, c'est un petit peu moins cher. Pareil sur le pack préamp EQ. En fait, le but quand même à la création, c'était d'offrir un pack préamp EQ à moins de 1000 € aussi. Donc, la tranche de console à moins de 1000 €. Là, on est à 900, voilà. juste en dessous, quoi. On doit être à 996 TTC, 830 €. Voilà, le pack hors taxe. Et donc effectivement la paire stéréo uniquement des EQ qui est un petit peu moins cher qu'à l'unité. Alors on a tous ces petits packs aussi qu'on voit pas forcément sur toute la com, mais qui sont bien sur le site. Donc voilà. Puis pas hésiter effectivement à nous contacter pour tester les produits ou s'il y a des questions. Effectivement, je pense qu'on est assez accessible. Ouais, franchement, super. C'était super. Bah écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce live. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on devait rajouter, Olivier On a dit pas mal de choses. Écoute, c'était super. Ouais. Merci encore pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ouais, écoute, ils ont été Mao, voilà. Ils ont été sages. Bon, c'est vrai qu'on relaye les lives maintenant sur YouTube, donc ça sera relayé aussi sur le groupe. On a voulu faire les lives sur YouTube parce que du coup le groupe est privé, donc faire des lives sur un groupe privé, ça a moins d'impact. Donc du coup, on a essayé de communiquer un peu plus pour pouvoir diffuser maintenant publiquement via YouTube. Et puis bon, de toute façon, voilà, le live est enregistré, il va y avoir un replay. Et puis surtout, voilà, j'insiste encore, Olivier, faut pas hésiter, même si vous voulez faire une opération d'offre pour les membres. Voilà, on peut organiser ça sur le groupe. Voilà, il y a possibilité de faire tout ça avec vous, ça serait avec grand plaisir. Donc peut-être voilà. que ce que je proposais, peut-être qu'on peut se clôturer là-dessus, c'était d'offrir effectivement un t-shirt achat. Un t-shirt. On va faire des jolis t-shirts, voilà, coton bio, très sympa, imprimé en France, tout ça. On essaye de rester dans la logique produit. On n'est pas sur un produit jetable. Et donc, peut-être en mettant un petit commentaire sur le. Ouais, ce qui serait cool. Sur le Facebook de la marque, et puis tu peux voilà. faire un petit tirage au sort là-dessus, comme ça pour toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. C'est ça. Donc du coup, n'hésitez pas à aller commenter donc le live là sur la page de la marque. Vous likez la page aussi de la marque. C'est important pour eux. C'est un peu de soutien. Et puis à ce moment-là, moi je relayerai tous les commentaires et puis j'organiserai un tirage au sort et puis on annoncera le gagnant. On se tiendra en contact, Olivier, pour ça. On va peut-être leur laisser un petit peu de temps parce que je pense que ce soir tout le monde n'a pas forcément été connecté. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé pour le replay en fait. Donc du coup, on peut peut-être se donner quelques jours, tu vois, pour laisser. On annonce ça la semaine prochaine, pas de souci. Je ferai un post à ce moment-là en mettant le petit t-shirt en photo, en disant voilà suite au live qu'on a pu organiser, si vous voulez gagner le t-shirt de la marque, vous likez la page et puis comme ça on va organiser ça. Il faut mettre un petit commentaire avec votre taille, sinon on peut pas savoir. Ah oui, c'est vrai, pensez à votre taille par contre. Mettez un commentaire et bonjour, j'ai envie de gagner un t-shirt S, M, L, XL au choix. Et on va dans le tirage au sort. Voilà, c'est ça. Écoutez messieurs, je pense que on a fait le tour. Xavier, en tout cas, on va remettre à l'écran ton magnifique studio.
Voilà, n'oubliez pas, Onipa Bien Studio. équipé là. On peut, là Onipa Studio beau à Lyon. matos, très beau matos. Ouais. Et tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Il y a eu encore du changement. Il y a du changement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton setup. Tiens, tu veux on peut en vite parler, fait une si petite tu veux, parenthèse, nous dire un peu autour de quoi tu travailles. Ouais, alors tout le studio est basé autour de 2 Metric Alolio 3D. Ok. Avec une Lynx Aura 16 en AES. La section master est basée sur un Rupert Neve Master Bus compresseur avec un massif passif mais qui va être changé pour un bel appareil. Pas mal de bécanes. Monsieur a du goût, monsieur. Ouais, on essaye. Ouais. Beaucoup de bécanes analogiques. Une autre marque française aussi, je pense peut-être que tu dois connaître, Olivier, c'est Also. Alternate Oui, Sounding. bien sûr. Sound, pardon, donc un Relax, magnifique machine aussi, incroyable, très belle construction, topologie mortelle. Beaucoup de bécanes d'effets, bon là il en manque sur la photo, mais il y a de la 300, il y a de la RMX 16, il y a de la 5000, il y a un EcoFix à bande aussi, récemment. Récent. Mes petits bijoux, c'est mes EQ Melkor des années 50, qui sont super jolis, magnifiques. Que d'ailleurs faudrait que je ramène voir parce que j'ai un tout petit truc dessus. Mais voilà, ouais, pas mal de machines analogiques dans un contexte très analogique en fait. Pas beaucoup de plugs utilisés. Oui, c'est vrai. C'est un geek des inserts, des bécanes analogiques, mais c'est chouette. Ouais, c'est cool. C'est chouette. C'est donc sympa. Xavier spécialisé dans le mixage. Mixage, ouais, beaucoup plus de mixage. Voilà. Que de la prise de son. Enfin, j'aime bien la prise de son, hein, mais j'en ai fait pendant longtemps. La mix, j'adore ça parce que c'est. T'as une particularité dans la prise de son, je crois. Je fais beaucoup de prises de voix. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est un truc que j'adore et c'est pour moi la prise de voix c'est vraiment un joli challenge. Trouver le bon micro, le bon préamp, le bon EQ, le bon compresseur pour la prise et surtout mettre les gens dans l'ambiance et qu'ils se sentent chez eux en fait. Et pour qu'ils puissent chanter correctement, c'est un gros challenge ça. Mais voilà, c'est ce que j'adore, la prise de voix, je trouve ça génial. Hein. Et puis petit clin d'œil aussi au groupe lyonnais, Les Noses, pour qui t'as fait l'album. Tiens, j'avais envie de parler de le dernier, le double album des Noses, ouais. Voilà. Qui est sorti, que t'as pu mixer. Qui a un titre, je crois, sur les guitares, qui a le 169, il me semble, sur les guitares. Les grosses guitares, un peu rock'n'roll, là. Ouais, Les Noses, ouais. Chouette groupe. Mais en tout cas, merci. Aussi à toi de t'être avec plaisir, rendu disponible, parce qu'il a fallu organiser tout ça. C'est vrai que t'as venu de la traversée de la France en large pour venir dans le sud-ouest en diagonale c'est bien que Lyon ait pu être représenté dans le sud-ouest ce soir, c'était important. Ouais, franchement, moi je suis super content. Puis en plus, après c'est vrai que vous êtes quand même assez proches, donc du coup c'était cool de pouvoir faire ça comme ça en live. Sur France Mao, donc c'est très sympa. Moi, je suis très ravi. C'est super. Voilà, écoutez, je pense on est arrivé au terme dans le chat. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les copains, Jean-Charles, Baba, il y a eu Eric, il y a eu David, il y a pas mal de copains. Il y a des élèves à moi aussi. Des élèves à toi. Ok. Génial, les petits jeunes. Bon, on avait communiqué un petit peu autour de ce live, mais bon, de toute façon, voilà, comme j'ai dit, il y aura un replay, donc il y aura possibilité de pouvoir voir ça. D'ici quelques jours, de toute façon, ça sera aussi relayé. Parfait. Olivier, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Bien le bonjour. De toute façon, on se tient au courant pour la suite. Bien le bonjour à toute l'équipe, et puis nous on se tient au courant pour la suite, et puis on organisera ce petit concours pour faire gagner ce super t-shirt aux couleurs de la marque H-Labs. Merci messieurs, bonsoir à tous, bonsoir le chat, ciao, merci, au revoir. Ciao.